En 2030 pour s'expliquer sur ce qu'elle a pu faire en matière de mise en œuvre des ODD. Et le Burkina a rendez-vous en 2030. 2030, c'est dans 9 ans, si je ne me trompe. 9 ans, c'est très peu. Au regard de l'évolution de la situation. Hier, je disais que je ne voulais pas être un oiseau de mauvais augure. Je ne veux pas être pessimiste, mais il y a quand même des raisons d'avoir des inquiétudes. Que ce soit sur l'ODD 5 ou les autres, il y a des raisons de s'inquiéter. Alors, parlant de l'ODD 5, l'inquiétude est d'autant plus fondée que, avec la présentation de M. Sawadogo hier, on a vu que c'est l'un des ODD, avec le 16, je crois, pour lequel les indicateurs sont en baisse. C'est-à-dire qu'on ne stagne même pas, on baisse, on regresse. Donc, il y a lieu quand même de se poser beaucoup de questions sur ce qu'il convient de faire pour qu'au rendez-vous de 2030, nous ne soyons pas à la traîne, comme cela a malheureusement été le cas lors du rendez-vous de 2015, lorsqu'il a été question donc de faire le bilan sur la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement. Et je voudrais donc vous passer la parole. Si vous avez des questions, des observations, des contributions pour donc contribuer à animer notre séance de ce matin. Donc, merci encore à Madame Sawadogo. Merci à tous ceux qui prendront la parole ou qui ne la prendront pas, pour une raison ou pour une autre. En tout cas, je pense que nous devons nous sentir tous interpellés sur cette question. Parce que je pense que ce n'est pas, peut-être comme souvent on le pense, ce n'est pas une question de femmes. C'est une question de l'humanité tout entière. Parce que il a été suffisamment démontré que renforcer les droits des femmes et des filles, ça contribue à la prospérité de l'humanité, ça contribue au bien-être de l'humanité. Je pense que cela a été suffisamment démontré. Et donc, à ce sujet, d'ailleurs, j'aurais à poser une question, si je peux le faire à la fin, à Madame Sawadogo sur cette question-là. Donc, voilà, merci encore. Vous avez la parole. Justement, au cours de la journée d'hier, il a été dit que l'ODD 5 et l'ODD 16 demeurent parmi les ODD qui enregistrent le moins d'acquis en termes de mise en œuvre. J'aimerais avoir vos vues sur cet état de fait. C'était le premier volet de mon intervention. Le deuxième volet concerne le rôle des hommes dans la mise en œuvre des ODD au Burkina Faso. Je le dis parce que de plus en plus, il est établi que il faut l'implication personnelle et surtout agissante des hommes pour qu'on puisse atteindre un certain nombre d'acquis. Et cette situation est prise en compte au niveau international, notamment à travers l'initiative le E4SHIP. Au Burkina Faso, qu'est-ce qui est fait en la matière? Je crois comprendre qu'il y a certaines initiatives, je pense particulièrement à l'école des maris, que nos hommes ne fréquentent malheureusement pas. On ne sait pas pourquoi, mais bon, j'aimerais que vous nous entreteniez sur cela. Et aussi, il me vient à l'idée que ce n'est malheureusement pas toujours dans le milieu rural qu'on note des résistances. Même souvent dans le milieu intellectuel, vraiment c'est pas facile. J'ai à l'idée donc les propos de mon professeur droit des personnes et de la famille. J'ai un promotionnaire dans la salle qui pourra confirmer ou infirmer ce que je dis. Et qui a dit à la fin de son cours qu'il nous a vivement conseillé de ne pas appliquer ce qui nous a été dit pendant des semaines sous peine de remettre nos foyers et nos vies en danger. Bon, ça traduit un peu la situation que nous avons par rapport à la mise en œuvre de l'ODD 5.
Et par rapport, je voulais aussi intervenir sur le féminicide. Le féminicide, je voulais savoir ce qui est fait, en tout cas au niveau national, pour adresser cette question. Je regarde Madame la modératrice parce qu'elle est magistrate, je vois M. Kantagba également, et qui pourront peut-être, chiffre à l'appui, nous dire qu'est-ce qui est fait en termes de répression de cette pratique qui malheureusement prend de plus en plus d'ampleur. L'impact des valeurs culturelles. Et parlant du genre, vous avez dit en tant qu'il y a des écoles où on est dans une situation où les filles sont plus nombreuses que les garçons, c'est souhaitable, mais est-ce qu'on n'est pas en train de déshabiller Pierre et puis habiller Paul entre-temps? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de soutien pour les jeunes filles qui sont à l'école et parallèlement, les jeunes garçons qui partent à l'école sont plus ou moins délaissés, ils vont aller garder les bœufs ou bien ils continuent d'aller aider les parents au champ. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de travailler à aller dans l'équilibre des deux? C'est vrai que, comme Madame C.R. Poussi l'a dit, il y a un rendez-vous en 2030. Il ne faut pas qu'en 2030 nous soyons dans une situation aussi où on ne tient pas compte des deux. Et lorsqu'on parle genre aujourd'hui, nous voyons que la plupart du temps, on parle de politique en faveur de la femme. Je ne voulais pas prononcer ce mot, mais il y a l'association des maris battus qui existe, même si c'est de façon virtuelle, parce qu'il y a des violences que les femmes font aux hommes aussi. Est-ce qu'il y a des politiques que vous entreprenez pour nous aussi nous aider de ne pas avoir peur de rentrer à la maison après le travail, chercher à s'asseoir dans un maquis, boire un peu, parce que tout simplement, tu ne sais pas ce que l'on prépare pour toi à la maison. Enfin, je ne vais pas être trop pessimiste sur un certain nombre de détails quand vous avez parlé des statistiques désagrégées. Dans cette même salle, et nous remercions la DGCM d'avoir pu nous donner des thèmes qui cadrent et qui ont une certaine cohérence les uns avec les autres. On a parlé de problèmes de statistiques de façon d'ensemble au Burkina Faso, la collecte des statistiques. Nous avons des statistiques qui sont en déphasage avec nos politiques. Étant donné que vous êtes au secrétariat permanent pour la promotion du genre et que vous avez certaines facilités, est-ce que vous êtes en train de procéder à des collègues où vous travaillez dans le sens de la désagrégation des statistiques? S'il y a des actions qui sont menées dans ce sens, s'il vous plaît, partagez un peu avec nous. Et moi, je serai comme CM Poussi, elle a posé le rendez-vous de 2030. Moi, je suis très optimiste parce que tout simplement, au fur et à mesure que nous sommes en train d'aller vers l'école primaire pour tous, la probabilité que les pères et les mères vont envoyer leurs enfants à l'école d'ici 2030 sera très grave. Ça serait une période où nous ne serons pas trop loin de la retraite, mais en fait, nous serons bien curieux de voir ce qui va se passer. Je me dis qu'à un certain moment, je ne sais pas si c'est moi qui ai une mauvaise compréhension du genre, ou bien c'est plutôt certains que je connais qui ont cette mauvaise compréhension. Je le traduis par deux exemples. Il y a une fois, je ne sais pas, il y a 2-3 ans, j'ai suivi des débats à la télé, et il y a une femme qui a carrément exprimé qu'en matière de responsabilité, elle préfère être recrutée sur la base de ses expériences que sur l'étiquette genre. Parce que souvent ça casse un peu, justement c'est que là où même elle peut combattre des gens. Ça c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, il y avait une institution qui voulait être responsable d'Afrique, un directeur d'Afrique, sans mentionner sur les TDR qu'elle voulait une femme. C'était quand même une concurrence ouverte. Alors, des gens ont postulé et je pense qu'il y a eu 4 ou 5 qui ont été retenus pour être sortis, qui ont été interviewés. Et après, la responsable de l'élection, qui était une femme, elle a déclaré les résultats insatisfaisants, je crois. Elle a repris le texte. Cette fois-ci, elle a eu une femme sur sa liste.
effectivement, c'est cette femme qu'elle a comptée. Maintenant, ceux qui ont été invalidés au premier test ont été tellement choses qu'ils ont fouillé. Et ils se sont rendus compte que la femme qu'on a recrutée avait même sur son CV, parmi les 3 personnes de référence de son CV, figurait un des candidats de parler à la première liste. On s'est dit, mais attends, c'est quoi? C'est une femme, vous voulez, ou bien c'est quelqu'un de compétent par rapport à vos critères pour occuper donc ces postes? Et donc, bon, ça fait tellement de remous. Je pense que ceux qui ont été recalés au premier tour ont un peu riposté. Et puis, bon, ça fait tellement de bruit que finalement, ça a emporté la grande directrice. Donc, elle est partie. Donc, je crois que pour moi, mieux vaut peut-être ajouter qu'à compétences et expertise égale, il faut privilégier la femme. Ça, c'est bien normal, on la connaît. Mais ce que je dis, ça ne veut pas dire que je suis contre les arts, hein, parce que même si moi je suis à ce niveau-là et que peut-être à concurrence internationale, si je suis retenu et qu'on me dit que celui qui me suit à la 10e position là, c'est une femme et que peut-être c'est un petit point qui me diffère là, je préfère peut-être lui laisser la place. Et il y a eu même des recrutements où j'ai privilégié des femmes. Donc cette mise en garde était nécessaire. Je vous remercie. Merci. Je voudrais porter mon intervention sur l'intitulé de l'exposé, à savoir parvenir à l'égalité des sexes. Parvenir à l'égalité des sexes. Moi, je note qu'il y a un problème de concept à ce niveau-là. Parce que tantôt on parle d'égalité des sexes et tantôt on parle d'égalité des droits entre l'homme et la femme. Et là, je me réfère à la citation à laquelle Madame la modératrice a fait cas, à savoir celle de Ban Ki-moon. Lui, il a parlé plutôt de droits égaux. Il n'a pas parlé du sexe là-bas. Moi, en tout cas, personnellement, c'est un petit commentaire que je fais. Je me sens plus à l'aise avec l'égalité des droits entre l'homme et la femme. L'égalité des sexes, bon, je ne sais pas, ça donne l'impression qu'on veut atteindre une égalité à 100%, ce qui n'est pas possible. Pour moi, c'est une utopie, parce que l'homme a sa spécificité et la femme également a sa spécificité. Et donc, viser une égalité à 100% serait, voilà, on relève de l'utopie, quoi. Et maintenant, l'autre volet de ma préoccupation se trouve au niveau de l'accès des femmes aux postes de responsabilité. À ce niveau-là, moi, je pose la question, est-ce que le problème, ça a été évoqué déjà par mes prédécesseurs, est-ce que le problème ne se situe pas même au niveau des femmes elles-mêmes? Parce que quand un poste de nomination est proposé à un homme, c'est rare que l'homme va vers sa femme pour lui demander son congé. Mais par contre, quand c'est la femme, quand on appelle la femme pour lui proposer un poste, ben, tout de suite elle pense à l'homme. Ah non, attendez, il faut que je consulte avant mon mari pour voir ce qu'il va dire. Est-ce qu'il sera d'accord, est-ce qu'il ne sera pas d'accord? Et le plus souvent, ce qui est dommage, c'est que les hommes ne sont pas d'accord. Ah non, il ne faut pas accepter. Et donc, quand elle va, la réponse est non. Et même si elle-même le voulait. Donc finalement, c'est la réponse de l'homme qui est rapportée au niveau de l'autorité. Et donc, il y a véritablement un travail à faire à ce niveau-là. Est-ce qu'il ne faut pas dire aux femmes de mettre leur mari sur le fait accompli? On te propose un poste, j'accepte, puis maintenant tu vas informer maintenant le mari. Ah, pourquoi je t'accepte? Voilà. Sinon, à ce rythme-là, on ne va pas s'en sortir. C'est pourquoi je suis tout à fait d'accord avec Madame Soulama. Il faut mettre en contribution les hommes. Si on veut vraiment accéder, n'est-ce pas, à des résultats à ce niveau-là. Alors, je voudrais, juste une question d'information, vous avez parlé d'activité au profit des forces de défense et de sécurité en parlant de violence et d'exploitation. Je voulais savoir qu'est-ce que c'était comme activité et pourquoi c'était visé. Deuxièmement, en termes d'acquis, j'aurais souhaité voir ici l'exemple des forces armées, notamment les militaires.
Aujourd'hui, l'armée est devenue en tout cas un des exemples de la marche de recrutement de femmes. Moi, je suis sapeur-pompier d'origine, je sais que 10% par an qui sont recrutés, c'est beaucoup de secteur de capacité. C'est pas je dois lâcher madame la modératrice que 2030 en tout cas pour les armées, même si ce n'est pas 100% en tout cas de la satisfaction. J'aurais aimé que ce soit cité. Et pour les données, je vous invite à approcher des gestes de la défense et de la défense. À chaque année, il y a une meilleure statistique du personnel féminin dans les forces armées, qui est très complète, très édifiant, et là, donc il est clair de ce qui se passe complètement dans les forces armées. Moi, vraiment, ça me fait mal au cœur quand on discute de ce genre de sujet. Ça me rappelle qu'au Burkina, nous ne capitalisons pas nos expériences. Cette question était très bien traitée il y a quelques années ici, je dirais sous la Révolution. La question de la femme était bien traitée et l'égalité des droits était un espoir, c'était une perspective. Mais brusquement, on fait comme si on était revenu à zéro et on veut tout recommencer. Mais la femme aujourd'hui, sous la Révolution, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour la femme? On a organisé les femmes. Elles sont rentrées dans des activités rémunératrices. Hein? Et les femmes savaient de quoi elles parlaient. Mais aujourd'hui, nous sommes là, on parle des femmes, l'égalité à l'Assemblée nationale, dans le gouvernement, dans la fonction publique. Non, la femme, c'est d'abord celles qui sont dans les villages. Nous devons les organiser. Bon, aujourd'hui, il y a quelques séquelles que nous avons gardées, donc telles que les CVD, voilà, le comité villageois de développement, qui peut-être, bon, c'est vrai qu'on a évolué en termes démocratiques, on ne dira plus CDR, on dit CVD. Mais pourquoi ne pas organiser les femmes qui étaient bien organisées dans les villages et puis leur permettre de se prendre en charge? Aujourd'hui, on a des groupements de femmes par-ci, par-là, mais on sait quel est le contenu. Voilà. Alors aujourd'hui, quand on parle de 8 mars, on se retrouve, c'est quoi? C'est des conférences. Des conférences dans les localités. Les conférences, ça nous va. Ça, c'est la réflexion. Voilà, ça ne fait pas avancer les choses. Bon. Alors que sous de certains cieux, il n'y a pas longtemps, pendant que les femmes rencontraient régulièrement le président du Faso, mais il y avait des actions qui se menaient et elles venaient elles-mêmes l'exprimer. Moi, je ne sais pas, on est encore en train de rechercher, de se faire la bagarre du musulman, alors que nous avons un capital d'expérience monstre qui est là. C'est ça notre problème. Au Burkina, ça me fait mal au cœur. Il y a beaucoup en dehors même des femmes. Il y a des pays comme le Rwanda, mais quand on admet certaines choses, on dit, mais nous sommes venus nous imprégner de ça au Burkina. Voilà, et nous l'avons adopté à notre réalité. Mais aujourd'hui, on fait comme si on revenait de... Bon, on recommençait tout. Il n'y avait rien ne s'est fait dans ce domaine. Voilà. Donc il faut vraiment que nous revenons, regarder notre passé, ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'on peut prendre dedans, qu'est-ce qu'on peut améliorer. La question de la femme, on peut très bien traiter ça et arriver à l'égalité des droits. C'est de permettre à la femme de pouvoir produire. En fait, c'est tout ce qu'il y a au Burkina. Permettre à la femme de pouvoir produire. Voilà. Et de pouvoir se prendre en charge. Aujourd'hui, on voit à la télé souvent des femmes des hommes même qui disent que l'activité de la femme qui fait tout dans la famille. Ça perd le revenu que la femme gagne, ça on paie la scolarité des enfants et autres. Mais ça veut dire que ça est là, mais il faut travailler à généraliser ça. Voilà. Sinon, il y a le background est là. Et bon, et on est là, dans la capitale, en train de mener des débats. Voilà. Donc, il faut vraiment revoir, c'est pas, madame, c'est pas que vous... C'est pour vous titiller et vous dire que vous avez la matière. Voilà. Et revoyez la façon de traiter cette matière-là. Et vous verrez que nous allons décoller de ce côté. C'est pour dire que j'ai bien apprécié dans la question posée par, je crois que c'est M. Ouali qui a dit que lui, le terme me gêne un peu quand on parle de l'égalité, de sexe, il aurait aimé qu'on parle d'équité, je crois. Tout le problème part de là. Surtout dans nos sociétés, là, lorsque vous versez les choses comme ça, pour l'expliquer dans nos langues locales, souvent c'est pas simple. Et souvent ça heurte énormément et ça fait un blocage à tous les niveaux lorsque vous voulez faire avancer les choses. Je pense que c'est un peu ça. Sinon, vraiment, tout le monde sait que lorsque
cas, il y a de l'équité et que la femme est respectée, que personne ne va refuser cela. Tout le monde reconnaît la valeur de nos mamans à la maison. Mais ce qui est, même pour le cas du Burkina que j'ai pu en tout cas un peu toucher sur cette question, précédemment j'ai été chargé à un certain moment donné de suivre les activités des organisations féminines dans le cadre de l'élaboration du chemin, parce que quand vous regardez ce qui est ressorti du diagnostic sur la question même du développement en général du Burkina, on a fait un pas important sur la femme parce que on a posé ça, la question de permettre à la femme de se prendre en charge dans tous les sens. Dans tous les sens, même dans la reproductivité, elle doit pouvoir se prendre en charge. Et les statistiques, par exemple, montraient en son temps que sur, par exemple, les besoins de contraception au niveau national, sur une demande nationale d'à peu près 49%, seulement 13 avaient accès. Pour une demande de 49%, c'est-à-dire que l'État même, dans sa configuration, ne pouvait pas satisfaire la demande de contraception de femmes. Bon, il y avait plusieurs causes, parce qu'au village, souvent les gens ne veulent pas entendre parler de ça, c'est Dieu qui donne les enfants. Donc quand une femme vient faire la contraception, on dit que c'est une femme qui veut, elle veut autre chose. Souvent on l'accuse même d'infidélité, du fait qu'elle veut porter certaines choses pour ne pas avoir des enfants. Bref, il y a ce problème d'abord dans l'organisation de façon globale, on a des problèmes. Il y a aussi que les femmes, ce que j'ai observé, il y avait à peu près 5 structures de coordination de questions du genre au niveau des ONG, les fêtières. Madame, peut-être pourra nous en dire un mot, mais je vous assure que ces fêtières-là se faisaient de la guerre, moi-même je n'arrivais pas à comprendre. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, parce que comme je suis au quotidien avec eux, mais ce que j'ai remarqué, c'est que ces fêtières-là se faisaient de la guerre comme pas possible. Ce n'était pas la même cause. Et ça aussi, je voulais donner une petite réponse. J'ai été chargé un jour de présenter une communication sur l'accès des femmes au foncier. Et on a fait la communication. Il y a un monsieur qui c'était avec les participants venus un peu des zones un peu où il y a la pression foncière, notamment des hauts, un peu vers Fada et ainsi de suite. Il y a un, on rappelle bien qu'il était de la région de. Donc je n'ai pas dit que c'est un commissaire. Alors, il prend la parole, mais c'était tellement important parce que quelqu'un a évoqué cette question-là pour plusieurs personnes d'ailleurs. Il dit que c'est vous, avec vos cravates là, pour créer des problèmes aux gens, que lui, en tant que leader au village, il a permis à sa femme, à son épouse, de participer aux activités vraiment de mobilisation des femmes, de question de l'égalité de sexe, et ainsi de suite. Et sa femme est allée à Béji. Voilà, sa femme est partie à Béji, dans la délégation du Burkina en son temps. Une femme du village. Au retour, je vous dis, il a perdu sa femme. Voilà. Au retour, voilà. Après, c'était plus possible. Il dit qu'il y a des choses que nous on fait, on oublie que, en fait, il y a une organisation déjà qui existe depuis des millénaires, des temps d'anciens et tout. La femme, je ne sais pas si on lui a bien expliqué ou on l'a mal expliqué, mais en tout cas, il a perdu sa femme après Béji. Je vous dis, quand il disait. Bon, mais alors qu'il dit que c'est lui, il a compris le message, il a dit à sa femme de s'impliquer, il l'encadrait et tout, vraiment sur les trucs, et même lui au village, on le regardait comme quelqu'un qui ne comprenait rien, avec qui n'était rien.
il a permis à sa femme l'accès des femmes à la terre, il avait des terres, il a permis à sa femme de... Voilà. Contrairement à la grande masse. Parce qu'il avait compris le message. Mais aujourd'hui, lui, il me dit qu'il n'est pas d'accord, et que ce n'est pas comme ça qu'on devrait faire les choses. Je voulais raconter une petite anecdote par rapport justement à l'importance qu'on donne à la question genre aujourd'hui. Il y a eu une délégation du ministère, je dirais comme du ministère des Finances, qui était à New York avec nous. Je crois qu'on était à peu près, y compris moi, on était 6 personnes qui avons une audience avec la secrétaire générale adjointe, Mme Amina Mohamed. Alors nous sommes rentrés, elle était assistée d'un homme et de deux femmes, je crois. Et bon, on s'est entretenu et après elle a dit de regarder la photo qui est derrière nous. Et quand on s'est tous retenus pour regarder la photo, il n'y avait que des femmes. Et, enfin, pas que des femmes, il y avait des femmes et des hommes. Donc c'était pour dire que notre délégation était composée seulement rien que d'hommes. Et je vous avoue qu'avant qu'il ne vienne, j'ai attiré l'attention de la composition de la délégation. J'ai fait l'observation, j'ai dit bon, faites attention à la composition de la délégation, parce que nous, les Nations Unies aujourd'hui, c'est vraiment une question incontournable. Et ils sont venus, et ça s'est passé comme ça. Et quand ils ont fait l'observation, j'étais au ministre, j'ai dit bon, moi je vous avais prévenu. Bon, donc, mais il a pris la parole en interne pour pouvoir dire à la sous-secrétaire générale, à la vice-secrétaire générale. Donc, quand il a regardé la photo, il a compris. Et il a dit non, effectivement, c'est pour des raisons. Bien sûr, on a trouvé une formule pour l'expliquer. Mais que sinon, lui-même, il a 2 ministres femmes qui sont ses adjoints. Donc, c'était pour montrer qu'en fait, on respecte bien cette parité-là, mais la composition de la délégation souvent, c'est effectivement difficile. Peut-être qu'effectivement, il y a des gens qui n'étaient pas disponibles pour cette mission, bon, je le sais. Mais effectivement, c'est une question qu'il faut qu'on regarde. Désormais, si on fait les compositions de délégation, s'il vous plaît, les représentants des ministères, faites tout pour qu'il y ait une femme. Maintenant, bon, s'il n'y a pas de femme capable ou disponible, bon, à ce moment, on n'y peut rien, malheureusement. Maintenant, je crois que les uns et les autres ont fait beaucoup de commentaires. Moi, je vais juste dire que nous tous nous connaissons effectivement l'engagement de nos plus hautes autorités sur la question. Et notre président est champion pour les questions de l'égalité. Donc, c'est pour dire qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi alors, sur le terrain concret, la question du quota genre n'est pas appliquée? Quelle analyse vous faites du fait que cette loi-là n'est pas appliquée? Vous devez certainement, les uns et les autres en ont parlé, mais peut-être que vous, au niveau de la SP Conat, vous avez fait une lecture, une analyse. Si on dit aux partis politiques, vous devez mettre tant de femmes, et les partis politiques ne mettent pas, bon, pourquoi? Voilà. Je vais juste rappeler que la Cour des femmes n'est pas qu'une Cour de femmes. La Cour des femmes est celle de l'humanité tout entière. Parce que de la réalisation de leurs droits et leur participation réelle au partage des responsabilités dépend notre avenir, avec beaucoup d'avantages. Aujourd'hui, avant, on disait que la femme, c'était l'autre moitié du ciel. Aujourd'hui, la femme a dépassé l'autre moitié du ciel dans notre environnement au Burkina Faso. Le président Thomas Sankara, en son temps, à l'occasion du 1er 8 mars qui a été célébré vraiment et qui a donné le là, disait que la libération de la femme était une exigence du futur. Oui, mais moi je dis aujourd'hui c'est une exigence du présent et du futur. Parce qu'on a beau croire qu'il y a eu des avancées majeures, peut-être que c'est entre nous, ici. Mais parfois, tel n'est pas le cas. La preuve, les femmes souffrent de violences conjugales, elles souffrent de beaucoup de choses. Alors donc c'était juste une forme de déclaration de soutien. Je dois le confesser, que la première personne à me faire comprendre ce qu'on appelle la notion du genre.
bien expliqué que chaque fois je lui rappelle. Mon intervention va porter sur la question de la masculinité positive. C'est la première fois d'entendre ce concept. Si j'ai bien compris, on l'utilise pour désigner un homme féministe. Parce que j'ai demandé à mes voisins est-ce qu'ils ont déjà entendu qualifier un homme de féministe. On sait qu'il y a des hommes qui sont engagés dans la lutte et pour la défense de la cause de la femme, mais rarement on emploie le terme féministe pour désigner un homme. En tout cas, personnellement, je n'ai pas encore entendu. Mais j'aurais souhaité qu'on travaille à étendre le terme de qualifier les féministes aux hommes que de parler de masculinité positive. Parce que si le contraire serait masculinité négative, ce qui n'est pas aussi intéressant. Est-ce qu'il n'est pas plus facile d'utiliser le terme féministe pour les hommes et les femmes en même temps que de chercher à créer autre chose? Le deuxième point de mon intervention porte sur la première intervention de l'ambassadeur Der Kopda qui nous a invités à nous référer à la période révolutionnaire dans ce que nous faisons aujourd'hui. Ça me rappelle un débat qui a eu lieu. Vous savez, au Burkina, ceux qui sont sur les réseaux sociaux ont certainement remarqué l'existence d'un groupe qui se fait appeler la team féodale. La team féodale qui veut faire entendre la version africaine du féminisme. Ils disent qu'ils ne sont pas des féodaux, mais ils veulent faire entendre la version africaine du féminisme parce qu'ils se disent que les féministes n'ont pas les mêmes préoccupations selon qu'on est en Scandinavie ou qu'on est en Afrique de l'Ouest. Je me souviens qu'ils ont dit que Sankara pourrait être un membre de leur team s'il vivait. Parce que dans son combat pour la promotion de la femme, pour la promotion des droits de la femme, il a toujours rappelé que la lutte pour l'égalité des peuples même devait être une préoccupation pour celui qui s'intéresse à la promotion de l'égalité et des droits entre les sexes. Donc, derrière la lutte pour la promotion de l'égalité des droits entre les sexes, il faut voir en même temps l'émancipation des peuples, la lutte pour la libération de l'homme tout court. Je voudrais partager cette réflexion et puis requérir certains avis. Le troisième point porte sur quelque chose, là je l'ai dit, sous le contrôle de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur représentant permanent du Burkina Faso auprès des Nations Unies. La composition actuelle du Conseil de gestion des Nations Unies, à l'occasion d'une instruction de ma hiérarchie de faire une recherche, je me suis rendu compte que le Conseil de gestion des Nations Unies aujourd'hui est composé de 33 femmes contre 13 hommes. Bon, si on inclut le secrétaire général lui-même, ça fait 14. Mais le Conseil de gestion est constitué à une écrasante majorité aujourd'hui de femmes. Quelque chose que les gens, très peu de gens savent, mais au niveau des Nations Unies, on peut dire que l'organisation, l'impulsion de l'orientation stratégique aujourd'hui est donnée par les femmes avec une spécificité. Toutes les commissions économiques régionales sont dirigées aujourd'hui par des femmes. Nous avons vécu une situation pareille à Genève. Une délégation était venue du Burkina avec... C'était une délégation pour l'EPU, je crois, l'examen périodique universel. Nous étions une vingtaine.
une vingtaine de délégués, je crois 21 ou 22. Et figurez-vous que, y compris l'ambassade, dans la délégation, il y avait 2 femmes. Mais à la limite, dans les couloirs de l'ONU, on était un peu ridicule quand tout le monde s'en est rendu compte. Voilà. Et moi, il y a des collègues, ou en tout cas des gens avec qui j'avais l'habitude de travailler, qui m'ont interpellé en me disant, mais il n'y a pas de femmes au Burkina ou quoi? Voilà. Donc, c'est pour renchérir, pour aller dans le même sens que Excellence Thiaré, pour dire qu'il faut quand même que nous faisions attention. C'est vrai, on n'a pas dit que l'extérieur doit nous imposer quoi que ce soit, mais nous sommes dans une dynamique mondiale, nous devons nous intégrer dans cette dynamique mondiale-là. Et d'ailleurs, au regard de ce que les uns et les autres ont dit, même au plan national, nous avons des convictions. Je pense que la plupart des gens au plan national ont cette conviction que les femmes ont du potentiel, que les femmes ont un potentiel qui doit servir aussi au développement économique et socio-politique du Burkina pour le bonheur de tout le monde. Donc voilà ce que j'avais à dire avant de laisser la parole à Mme Sawadoro pour apporter des éléments de réponse aux différentes interpellations qui lui ont été adressées. Je vous remercie. Mme Sawadoro, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Merci à toutes les intervenantes et à tous les intervenants. Quelques questions ont été enregistrées, beaucoup de commentaires et des contributions. Pour ce qui concerne les questions, je vais m'atteler à vous apporter des éléments de réponse. Ok, merci beaucoup. La première intervenante a posé un postulat. Oh, voilà, celle-là. Voilà le rôle des hommes dans la mise en œuvre, l'implémentation de l'approche genre au Burkina Faso. Donc, je pense que ce n'est même pas une question à débattre, c'est un impératif. Parce que tout de suite, le dernier intervenant, il a dit non, ça va au-delà pour être une cause de l'humanité. Donc, les hommes ont un rôle primordial à jouer dans la promotion et la jouissance des droits humains fondamentaux des femmes. Pour la petite histoire, on a commencé avec l'intégration des femmes au développement, approche IFD, pour enfin parvenir à l'approche genre et développement. Parce qu'on s'est rendu compte que la femme prise isolement ne peut pas, en tout cas, faire la promotion de ses droits humains fondamentaux. Il faut que toute la société entière, y compris les hommes, bien sûr, puisse vraiment jouer un rôle crucial pour que cela soit une réalité. Donc c'est pour dire que nous sommes en phase quand vous dites que les hommes ont un rôle à jouer. Je suis parfaitement d'accord et c'est un impératif, c'est un droit. Tout le monde en tout cas doit jouer sa partition pour qu'on puisse avoir l'autonomisation intégrée des femmes. Elle a aussi parlé du E4She. Ici, nous appelons cela la masculinité positive. C'est un concept qui est en vogue, que nous sommes en train d'implémenter. Dans le programme de travail annuel du SP-CONAP Genre, on a prévu des activités de sensibilisation, information et formation sur ce nouveau concept en vogue sur la masculinité positive. C'est quoi la masculinité positive ou bien les E4She? C'est une technique qui consiste à mettre en exergue des hommes modèles. Ça veut dire des hommes qui sont convaincus pour la promotion des droits humains fondamentaux et ces derniers vont à leur tour sensibiliser, informer leurs pairs pour susciter leur adhésion dans ce noble combat qui est le combat pour la jouissance effective des droits des femmes. Oui, le milieu rural, milieu urbain. Oui, vous savez, dans ces questions de changement de mentalité, bien vrai, c'est un problème qui est accentué en milieu rural, mais nous avons moins de problèmes avec, en tout cas, les populations du milieu rural. C'est en milieu urbain qu'il y a le problème. En milieu rural, bon, si vous arrivez, vous causez, vous amenez, en tout cas, excusez-moi, le paysan entre griffes à adhérer, en tout cas, à votre idée, à votre objectif, il l'a fait pour de bon. Mais l'intellectuel, aujourd'hui, il peut dire qu'il a compris, il est d'accord. Demain, il revient avec des théories de Freud, de Kant, de Machiavel, pour vous dire que non, balayer du revers, c'est qu'il avait dit qu'il était d'accord. Donc ça fait que c'est un peu difficile. Et aussi, bon, le milieu rural,
là-bas, bon, moi je dirais qu'il y a beaucoup plus de facilité parce que la société est toujours solidaire. Ce n'est pas individuel comme en milieu urbain. Parce que là-bas, il y a toujours le groupe, il y a la famille élargie, il y a les oncles, il y a les tantes, il y a les grands-parents qui sont là, à un certain moment aussi, qui peuvent donner leur point de vue sur certains phénomènes. Je prends les violences basées sur le genre. Mais en milieu urbain, avec l'individualisation de la société, où c'est chacun pour soi, j'avoue que ce n'est pas facile. Il y a des femmes qui peuvent être battues, bon, parfois même des dégâts même, pire que ça, la mort même peut s'en suivre. Peut-être c'est 2 ou 3 jours après, on va s'en rendre compte. Tout simplement parce que la société s'individualise en milieu urbain. Oui, je profite d'aborder le phénomène du féminicide. Oui, c'est une violence au Burkina Faso. Ça se fait, on enregistre des cas de féminicide, c'est réprimé. Il y a le code pénal qui vient d'être revu, il y a la loi 061, mais malgré en tout cas ces dispositions légales-là, ça se pratique toujours. Tout simplement pourquoi? Parce que la société a légitimé la violence à l'endroit de la femme. Un exemple terre à terre, une femme qui est battue par son mari, qui ramasse et qui repart chez elle. Mais on va te ramener de force. De gré ou de force, ton mari va dire non, si ce n'est que ça, supporte. La vie, c'est comme ça. Mais le contraire, on n'ose même pas imaginer. Non, on n'ose pas imaginer. Une femme qui bat son mari, on n'ose même pas imaginer. Je ne voulais pas lâcher le mot, mais... Donc, autant la femme, l'homme ne doit pas être violenté, autant la femme aussi ne doit pas être violentée. Donc, on est tous unanimes et d'accord que la violence, qu'elle soit exercée à l'endroit de l'homme ou bien de la femme, elle est condamnable. L'impact du genre, plus de filles et de garçons dans nos écoles, si la vision du genre... Non, ici, en fait, c'est les mesures correctives que M. Bengali a voulu poser comme préoccupation, en s'inquiétant, est-ce que, si on continue à cette allure, est-ce qu'il n'y aura pas un renversement de la tendance? Là, moi, je dis non. Sauf si ce qui est implémenté là, c'est tout autre, sauf du genre. Parce que la finalité du genre, c'est construire une société plus juste et équitable. En d'autres termes, c'est combler les gaps pour parvenir à une situation où il existe un équilibre entre les droits humains fondamentaux des hommes et des femmes. Rassurez-vous, on ne favorise pas les filles au détriment des garçons. Tout simplement, il y a des actions orientées vers les filles et les garçons parce qu'aujourd'hui, ces dernières-là, en tout cas, souffrent beaucoup plus d'inégalités par rapport aux hommes. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas des inégalités au détriment des hommes. Ça existe, mais la balance des inégalités-là pèse beaucoup plus du côté des filles et des femmes. Voilà pourquoi on envisage des actions correctives pour remédier cela. Ce que nous visons, c'est soit la réduction des écarts, si c'était comme ça qu'on s'achemine vers comme ça, pour viser l'équilibre, mais pas pour renverser les choses. Oui, le problème des statistiques, c'est un problème général dans la société burkinabé. Ça, effectivement, je partage le point de vue, c'est une réalité que nous vivons. Et ce problème général-là est exacerbé au niveau de la production des statistiques désagrégées selon les sexes. Ça, c'est encore un autre problème. D'abord, de façon générale, on ne produit pas. Et si on produit aussi, c'est de façon globale, ce n'est pas désagrégé. Alors que si c'est produit de façon globale, bon, ça ne nous sert pas trop. Parce qu'on a besoin de cela pour faire des documents de plaidoyer, pour informer, voilà, des évidences, pour étayer, en tout cas, nos formations, nos sensibilisations, ainsi de suite. Il faut qu'on arrive à savoir la part réservée aux hommes et la part réservée aux femmes. Ça, c'est si on met en exergue la variable sexe. Cela peut être corrélé avec d'autres variables, comme le milieu de résidence, le statut social, l'âge, ainsi de suite. Maintenant, ce qui est fait, nous avons de bonnes relations avec l'INSD et chaque année, il y a une production que nous faisons ensemble, le livret genre homme-femme. La dernière édition date de 2019 et cette année 2021, on a reçu un financement avec un partenaire
pour pouvoir produire l'édition de 2020. Et les réunions ont déjà commencé. Et c'est un document vraiment très riche. Il y a tous les indicateurs désagrégés selon le genre, voilà, que nous produisons, qu'on met à la disposition du large public. Oui, M. Wali, bon, il a demandé les acteurs. Bon, en tout cas, on a un peu parlé de ça, même si on n'a pas réservé un passage spécifiquement acteur, sinon que ça soit dans la communication ou bien les échanges qu'on a eus. On a un peu parlé des acteurs. Quand on parle des parties prenantes, les parties prenantes, c'est qui? Il y a le gouvernement, il y a les partenaires techniques et financiers, il y a les organisations de la société civile, il y a le secteur privé, et j'en passe. Dans OSC, quand on parle du genre, une analyse genre, là, ça se fait à 3 niveaux. La famille, le niveau micro, la communauté, niveau méso, et puis la société entière au niveau national. Parce que ces inégalités dont nous voulons combattre là se forgent d'abord au niveau de la famille pour être extrapolées au niveau de la société et internalisées dans nos lois, règlements, politiques au niveau national. Donc, si nous voulons envisager des actions de déconstruction, il faut que nous suivons cette logique. Oui, les autorités coutumières, je l'ai dit, ce sont nos partenaires privilégiés. On les a même organisés en réseau. Et pour les questions de violence faites aux femmes, les mariages forcés, précoces, mutilations génitales féminines, nous travaillons beaucoup avec ces leaders coutumiers et religieux parce qu'on s'est rendu compte que ce combat, nous ne pouvons pas remporter la victoire sans une réelle contribution de ces leaders coutumiers et religieux-là. Parce que, bon, le ministère, nous ne sommes pas partout. C'est eux qui sont avec les communautés. C'est eux aussi qui peuvent nous aider à atteindre nos objectifs. Donc, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas travailler ensemble. La loi 061, est-ce que... Bon, la loi 061, la loi a été adoptée à la suite d'un besoin. Et ce besoin, c'est quoi? C'est qu'il y avait beaucoup de violences à l'égard des femmes et des filles. On a tantôt cité le féminicide, il y a d'autres violences comme les rapes, ainsi de suite, les viras, beaucoup de violences qui handicapent, entregriffent le développement au niveau national. Qu'est-ce qu'il faille faire? Il faut travailler à protéger ces femmes et ces filles-là. Parce que quand on parle de développement, c'est les deux. Les hommes seuls ne peuvent pas faire le développement, les femmes seules aussi ne peuvent pas faire le développement. Donc cette loi est venue en appoint pour vraiment protéger et garantir la jouissance humaine, les droits humains fondamentaux des femmes et des filles. Et mieux même, elle a été reversée dans le nouveau code pénal qui vient d'être adopté. Il y a vraiment la substance de cette loi-là qui a été reversée dans ce code pénal-là. Maintenant, ce n'est plus une simple loi qui réprime, il y a un code pénal où certaines infractions, en tout cas, sont reconnues et répréhensibles. L'équité, égalité, oui. Vous savez, quand on parle d'égalité, Madame l'a dit, c'est une utopie. Moi, je suis parfaitement d'accord avec vous. Égalité jetée comme ça, c'est une utopie parce que l'homme ne sera jamais égal à la femme. Non. De visu même, nous ne sommes pas égaux. Et si on veut rentrer dans la science, les hormones, les quoi, ce n'est pas la même chose. Maintenant, l'égalité, c'est en termes de droit. Je me réfère à l'article 1er de la Constitution. Tous les Burkinabés naissent libres et égaux en droit. C'est ce que la Constitution dit. Maintenant, pourquoi certaines catégories ont des difficultés à jouir convenablement de leurs droits humains fondamentaux? C'est à ce niveau qu'il y a le problème. Donc l'égalité, retenez que c'est en termes de droit. Ce n'est pas autre chose. Et l'équité, c'est prendre des mesures collectives. Il y a une situation injuste, inéquitable qui est là. On prend des mesures temporaires pour établir l'équilibre. Mais la finalité de l'équité, c'est d'aller vers une société où hommes et femmes peuvent jouir allègrement de leurs droits humains fondamentaux. Oui, je profite, rebondir par rapport aux commentaires de SG. Effectivement, c'est l'erreur que nous commettons. Voilà, si on traduit dans nos langues, moi je parle le mouré, quand on dit « pardon doyaye », mais ça c'est grave en milieu rural, parce que les communautés ne peuvent pas accepter ça. Il faut trouver les justes mots pour amener les gens à adhérer à ce que nous faisons. Mais si on verse comme ça, « pardon doyaye », on va te dire non. Et puis bon, la causerie même, ça risque de ne même plus se poursuivre. C'est ça.
Et c'est la même chose aussi quand même entre intellectuels on dit non égalité. Voilà, elle a dit c'est une utopie. Effectivement, c'est une utopie. Donc si ce n'est pas bien expliqué, ça nous dessert au lieu de nous servir. Oui, il y avait une préoccupation sur le recrutement. Je pense que c'est M. Sawadou. Bon, je pense qu'il a voulu mettre en exergue la transparence dans le recrutement. Parce que c'est un cas isolé. Ce qui s'est produit, ça pouvait l'être aussi avec un homme. Dans toute chose, il faut être transparent. Et étant donné qu'on n'a pas beaucoup d'éléments, bon, on ne peut pas apprécier. On ne sait pas si c'est une femme, on voulait, ou bien c'était leur façon de s'arranger bon, pour recruter un parent, une connaissance, une affinité. On n'a pas beaucoup d'éléments. Oui, égalité, on a répondu. Oui. L'accès aux postes de responsabilité, si ce sont les femmes elles-mêmes qui constituent le problème. Bon, ici, je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. Mais posons une petite analyse. Est-ce qu'on sait demander pourquoi les femmes refusent parfois les postes de responsabilité? C'est la réponse à cette question-là qui va nous amener à comprendre le problème. Parce que dans toute chose, il faut mesurer le pour et le contre. Voilà. Parce que chacun aspire à l'amélioration de ses conditions de vie. Si je me rends compte qu'en acceptant le poste, je vais peut-être créer beaucoup plus de problèmes que ça ne va en résoudre, autant refuser. Parce qu'il y a des situations où le foyer et puis le poste sont mis dans la balance. Et on demande à la femme de choisir. En ce moment, qu'est-ce qu'elle peut bien faire si ce n'est pas renoncer au poste et pouvoir rester dans ce mariage, surtout à côté de ses enfants. Une fois que, en tout cas, la problématique enfin est engagée, pour une femme, il n'y a pas de choix à faire. C'est ça, c'est très difficile. Donc bon, ce n'est pas la femme le problème, mais c'est la société. Pourquoi? Tout simplement parce que dans l'organisation sociale traditionnelle, on a défini deux sphères. La sphère publique et la sphère privée. La sphère privée, c'est l'évolution au sein du ménage, entretenir, balayer, faire les enfants ou bien développer un petit commerce devant la porte. La sphère publique, là-bas, c'est les affaires publiques. Voilà, travailler hors de la maison, prendre la parole en public, voyager, faire la guerre, ainsi de suite. Et cette sphère publique-là, d'office, incombe à l'homme, et la sphère privée à la femme. Maintenant, nous sommes dans une dynamique où il y a une transition. Il y a des femmes qui veulent quitter la sphère privée pour aller vers celle publique. C'est ça le nœud du problème. Et les hommes, et ce n'est même pas les hommes, je vais dire la société, parce qu'il y a des femmes qui combattent cela aussi. Pour une femme mariée, bon, la belle-mère dit non. Si c'est la politique, là, tu ne fais pas. Même si ton mari ne dit rien, il est d'accord, la famille peut s'opposer. En ce moment, il y a un problème. Voilà. Donc, je vais me résumer en parlant de l'organisation patriarcale de la société burkinabé, où la puissance, la force, le pouvoir sont dévolus aux hommes. Et la femme jouit d'un faible statut social. Et pour cela, nous ne voulons pas remettre en cause, bouleverser, mais ce que nous voulons faire, c'est renégocier pour améliorer le statut de la femme. D'où la dynamique genre. Ce n'est pas quelque chose d'autre, c'est ça seulement. Et là où l'homme aussi a des problèmes, qu'on puisse renégocier pour améliorer ses conditions de vie. C'est tout. Oui, les activités causettes. Il faut dire que le PNUD a mis en place un programme consolidation de la sécurité, état de droit, voilà, mesures sécuritaires, quelque chose comme, je n'ai pas la dénomination exacte, mais c'est un programme que nous travaillons avec les forces de défense et de sécurité. C'est porté par le ministère de la Justice. Et pour cela, au regard de la double crise sécuritaire et sanitaire, qui a engendré l'exacerbation des violences basées sur le genre. Et on sait qu'en termes de violence, il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent, y compris les forces de défense et de sécurité.
Et étant donné que cela ne figure pas dans leur formation initiale, parfois il manque de rudiments pour assurer une prise en charge optimale des victimes de violences qui viennent vers eux. Voilà, d'où des sessions de renforcement des capacités pour les outiller à une meilleure prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. Et pour cela, on a développé des outils. Il y a les 3 protocoles. Protocole de prise en charge sanitaire, protocole de prise en charge psychosociale et les protocoles de prise en charge judiciaire. Donc les formations ont consisté à informer les forces de défense et de sécurité sur ces protocoles et comment prendre en tout cas une victime de violences basées sur le genre qui est dans une situation de détresse. Les femmes dans l'armée, oui, bon, il faut dire que nous collaborons beaucoup avec les DGES. Rien que hier, j'ai reçu une correspondance venant d'eux. Excellence est là. Il y a l'Union africaine qui demande l'élaboration du rapport sur la déclaration solennelle de l'égalité entre les sexes en Afrique. Chaque année, nous produisons des rapports. Il y a un article consacré aux forces de défense et de sécurité. Et pour ça, bon, on était obligé d'aller vers eux pour avoir certaines informations pour pouvoir habiller cela. Et la cellule genre aussi du ministère de la Défense, il faut dire que c'est une cellule qui est très dynamique. Nous travaillons beaucoup ensemble et on a des résultats tangibles. Oui, la révolution, je suis d'avis que, en tout cas, même si je n'ai pas connu la révolution, non, mais en tout cas, on a beaucoup lu les écrits du président Thomas Sankara, qui était vraiment très en avance sur son temps. Voilà, parce que ses écrits, malgré 30 années passées, c'est toujours d'actualité, c'est comme si c'était hier. Et on s'est rendu compte aussi que c'est durant la Révolution qu'on a commencé à enrôler les femmes dans l'armée. C'est durant la Révolution que les femmes ont commencé à occuper des postes de responsabilité stratégiques. Voilà, jadis réservés aux hommes. Et le passage qui m'a vraiment beaucoup plu, que je suis en train de voir comment on peut ramener cela, c'est la retenue à la source pour ce qui concerne les maris entre griffes irresponsables. On retenait à la source et on reversait à la femme. Et gare au monsieur s'il devait se plaindre, il y avait les CDR qui étaient là. Ça, c'est vraiment... Ça, j'ai beaucoup apprécié. Ah, les hommes n'aiment pas entendre ça. Oui, bon, SG est revenu sur l'autonomisation. Effectivement, quand on parle d'autonomisation, c'est une autonomisation intégrée. Une autonomisation d'abord sociale, une autonomisation économique et une autonomisation politique. Donc voilà les 3 pans de l'autonomisation. Donc les actions, tout ce que nous menons, vise à autonomiser la femme. Et j'avais tantôt parlé d'émancipation. Bon, c'est un terme qui est tombé en désuétude parce qu'on s'est rendu compte que ça ne cadrait pas avec la dimension genre. Quand on disait émancipation, bon, c'est comme si il y a un bourreau qui est là, un esclave, et puis maintenant elle a pris sa liberté. Bon, ça choisit un peu aussi la femme. Donc, on parle d'autonomisation, qu'elle puisse jouir convenablement de tous ses droits au niveau social, économique et puis politique. Oui, l'accès. Bon, la femme qui est partie après Beijing, c'est un commentaire que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Bon, malheureusement, ce sont des situations qui arrivent, hein. Mais ça, ce n'est pas parce qu'on travaille à autonomiser la femme. Je me dis que s'il n'y avait pas eu Beijing aussi, il se peut que la dame, là, voilà, qu'elle parte. Donc, c'est plutôt un problème d'éducation. Voilà, parce que, bon, le contraire aussi, ça existe, hein. Il y a des hommes, bon, qui sont devenus autonomes financièrement sur tous les plans et qui ont préféré, en tout cas, chercher une femme digne de la nouvelle situation que de rester avec la première. Oui, l'évaluation. Bon, moi je pense qu'on est optimiste parce que 9 ans, c'est vrai que ce n'est pas beaucoup, mais parfois il faut voir d'où on a quitté
là où nous sommes et là où nous envisageons aller. Si je vois peut-être il y a 10 ans, par rapport aux facilités que nous avons aujourd'hui, on s'est dit quand même qu'on avance. Même si c'est à pas des caméléons, on avance quand même. Et bon, c'est d'ailleurs progressif parce que des choses qui ont été construites il y a 1000 ans, 500 ans, ce n'est pas en 10 ans, ce n'est pas en 5 ans, ce n'est pas en une année, on pourrait les balayer du revers de la main. Mais c'est surtout de rester vigilant, de redoubler d'ardeur pour pouvoir continuer cette lutte. Oui, les délégations, bon, vous savez, parfois on ne sait pas comment c'est fait, c'est la triste réalité. Voilà, je sais qu'au niveau du ministère de l'Environnement, SPCNDD, ils ont eu le même problème aussi. Voilà, lors d'une négociation sur un accord sur le climat. Voilà, c'est après, on nous a fait le retour. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Mais c'est bien, parce que, Excellence, si vous avez travaillé à sensibiliser le ministre, je pense que prochainement, s'il y a des délégations à constituer, lui-même, il va veiller à ce qu'il y ait des femmes. Parfois, on dit que les femmes ne sont pas disponibles. Bon, moi, je me dis, tout un ministère, quand même, on ne peut pas manquer de femmes disponibles. Oui. Après les échéances électorales qui viennent de se dérouler, il faut dire que les résultats sont en deçà des attentes. Voilà, parce qu'il y a eu un travail en amont qui a été abattu par le ministère de la Femme, en partenariat avec le MATD, les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers. Il faut dire que c'est la première fois qu'un dossier a suscité vraiment autant d'engouement de la part de ces différentes parties prenantes. Nous, au SP, au ministère, on avait été responsabilisés pour conduire le processus sous les leads de notre première responsable, mais au moins cette première fois, il n'y a pas eu de bagarre. On a travaillé vraiment en parfaite symbiose jusqu'à la fin du processus. Maintenant, pourquoi ça n'a pas été appliqué? Je vais rejoindre le développement que j'avais fait, parce que la femme jouit toujours d'un faible statut social au Burkina Faso. C'est ça le problème. Et j'avais expliqué la sphère publique et la sphère privée. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'électeurs qui ne sont pas prêts à accorder leur voix à une femme. Pas que la femme est incompétente, non. Parfois même, l'expérience révèle le contraire. Mais lui, en tout cas, dans son héritage sociologique qu'il traîne derrière lui, il n'est pas question qu'une femme se mette au devant de la chose ou bien à la destinée d'une communauté, d'une province ou bien d'une région, et j'en passe. C'est ça. Et bon, je dirais qu'on n'est pas les seuls dans presque tous les pays africains, à l'exception du Rwanda, du Sénégal et du Cap-Vert, qui ont pu franchir le Rubicon. Beaucoup, en tout cas, traînent ce problème. Et en Afrique occidentale, ici française, bon, excusez-moi, je vais parler du... Le Mali aussi, eux aussi, le gouvernement qui vient d'être dissous là, quand même, il y avait quand même des motifs. Mais au Burkina, moi, je pense qu'il faut que nous travaillions vraiment dans le fond. Bien vrai, il faut avoir la loi, il faut légiférer. Et en ce moment, c'est un pari, en tout cas de gagner. Mais il faut continuer ce travail de sensibilisation, information, conscientisation et revoir même l'éducation des plus jeunes. Parce que c'est à ce niveau que tout se joue. Si on permet à la petite fille de ne rester qu'au niveau de la sphère privée avec sa mère et le petit garçon au niveau de la sphère publique, quand ils vont grandir, ils ne pourront que reproduire cela. Mais si on arrive à les faire comprendre que tous les deux, ils ont les mêmes droits, ils peuvent faire la même chose, vous allez voir que la situation va s'améliorer. Mais en attendant que cette jeune génération, en tout cas, vienne au devant de la scène, nous autres qui sommes toujours là, il faut que chacun puisse travailler et changer les paradigmes. Parce que quand on parle de la femme, ce n'est pas la femme que j'ai chez moi seulement comme partenaire, c'est la fille, c'est la sœur, c'est la mère, c'est la tante. Donc chacun à son niveau a un rôle à jouer pour essayer de remédier à cette situation. Merci. Les partis politiques même voient en la femme ce faible statut social. C'est ça le nœud du problème. Voilà. Parce qu'on nous a fait comprendre qu'en politique, on ne mise que sur le cheval qui gagne. Et pourquoi les femmes ne sont pas prêtes à gagner?
parce que l'électorat n'est pas prêt à accorder leur voix aux femmes, tout simplement parce qu'elles n'ont pas leur place en politique, entre griffes, si je peux m'exprimer ainsi. Ça. Bon, je pense que c'est un problème de terminologie, parce qu'il y a eu la suggestion qu'on puisse parler d'hommes féministes au lieu de masculinité positive. Bon, homme féministe, il a demandé si cela existait. Oui, il y a eu des hommes féministes et il y en a toujours. Bon, moi je pense que peut-être c'est la façon de voir, sinon le contenu c'est la même chose. Voilà, les Anglais parlent de he for she. Voilà, mais nous avons opté de parler de masculinité positive. Mais toujours est-il que c'est mettre en exergue le fait que les hommes doivent jouer un rôle primordial dans la promotion et la protection des droits des femmes. Maintenant, peu importe la terminologie qui serait utilisée, mais l'essentiel est que nous puissions atteindre cet objectif. La deuxième question, si je trouve non, personnellement, je condamne ces violences, qu'elles soient exercées par un homme ou une femme et dirigées vers un homme ou une femme, ce n'est pas admissible. Même dans les sociétés primitives, on ne se comportait pas comme tel. Le principe d'égalité a été en tout cas très bien mentionné dans la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Cela a été repris dans notre loi fondamentale. Cela a été matérialisé dans des politiques, des stratégies, des lois et en passe. Donc il n'est pas question que l'un puisse violenter l'autre. Mais ça, c'est de jurer ce qui est dit, ce qui dit le droit. Mais de facto, la situation est tout autre. Parce que, comme on aime le dire, on a tous été formatés, socialisés à accepter les violences faites aux femmes. Et cela, ce n'est pas l'apanage du Burkina seulement. Vous venez de donner un exemple vraiment tangible et palpable. Si même aux États-Unis, qui sont censés être un pays développé, où règne vraiment la démocratie, où les uns et les autres peuvent jurer convenablement de leurs droits, 25% des femmes pensent que la violence est normale. Ah, là, il y a un problème. Un sérieux problème. Voilà. Et en termes de violence, on a coutume de... parfois, on pense que les pays développés sont des modèles. Moi, je dis non. Pour ce qui concerne les violences faites aux femmes, là, ce n'est pas forcément le cas. Au moins chez nous, comme je l'avais tantôt dit, la société, c'est toujours un groupe qui est là. Même si dans le milieu urbain, cela tend de plus en plus à s'estomper. Quoi qu'on dise, on a les amis, on a la famille élargie qui peut intervenir à un certain moment. Mais là-bas, avec vraiment la nucléarisation de la société, j'avoue que c'est grave. C'est grave. Ils ont mis des numéros comme ça. Je prends un pays comme la France. Je suis tombée sur un document. Je ne sais pas ce qui se passe les dimanches à 16h. Et chaque dimanche, à partir de 16h, le numéro vert ne cesse de sonner pour dénoncer ces violences-là. Et on a des statistiques. Les femmes tuées en France chaque année, ça tourne autour de 200. Les femmes tuées en France, sur le territoire français seulement, chaque année, ça tourne autour de 200. Mais bon, je ne peux pas dire que chez nous ça va, mais je pense qu'on peut quand même s'enorgueillir. Sinon là, hein? On n'est pas ici? Non, ils sont violents, mais comparé à d'autres horizons, moi je trouve que ça va un peu. Ça va un peu. Parce que chez nous, comme je l'ai dit, il y a l'imam, il y a le curé. Si ça atteint un certain niveau, il y a des gens pour intervenir. Mais là-bas, c'est la police ou bien la gendarmerie. Et généralement, si ça arrive là-bas, c'est le non-retour. Il n'y a plus de solution possible. Donc, ces violences-là, et messieurs, vous l'avez mentionné, je n'ai pas retenu le nom. Voilà, il faut commencer à éduquer les enfants à ne jamais accepter, Monsieur Zungrana, à ne jamais accepter la violence. Voilà. Et je vais faire un focus dans nos manuels scolaires. Et quand on dit que c'est Claude qui tape Blandine, non? Dans le livre de CP1. Voilà, et Claude tape Blandine. Voilà, et Blandine pleure.
Bon, si on commence déjà à éduquer les enfants de la sorte, à l'âge adulte, ils ne pourront que reproduire cela. Et dans nos familles, c'est pareil. Une fille qui tape un garçon, il pleure. Ah, mais là, c'est un sérieux problème. On va te demander, tu n'es pas un garçon. Une femme va te frapper, toi, tu vas pleurer. Voilà. Mais ce n'est pas pour dire que les femmes doivent désormais frapper les hommes. Non. Nous devons vraiment travailler à bouter la violence là hors de nos sociétés. Merci. Ok. Madame la modératrice, voici de façon à ramasser les éléments de réponse que j'avais aux préoccupations qui ont été posées. Merci bien à Madame Sawadogo qui, selon mon sentiment personnel, a répondu avec brio aux différentes... Donc, avec votre autorisation, je voudrais remercier une fois de plus Madame Sawadogo pour sa brillante prestation. Vous remercier pour vos nombreuses contributions. Et en guise de conclusion, rappeler seulement que la mise en œuvre de l'ODD 5 est la responsabilité de tout un chacun, à un niveau individuel, à un niveau collectif. C'est une question d'éducation, c'est une question d'engagement personnel, individuel, engagement collectif, c'est une question de volonté politique. Donc, merci à tous les participants. Bon, il y a SG qui demande la parole. Ah oui, c'est vrai. Oui, effectivement. Excusez-moi, oui, effectivement. Oui, vous avez parfaitement raison. Ça n'a pas été abordé. Bon, c'est un fait que nous remarquons aussi. On ne sait vraiment pas ce qui explique cela, mais j'avoue que parfois, ce n'est pas facile et c'est un problème qui nous empêche vraiment d'avancer comme il se doit. Voilà, le plus souvent, il y a des querelles, des chichichis, vraiment, ce n'est pas facile. Pour les organiser même, c'est tout un problème. Bon, mais je vais un peu titiller certaines personnes. En fait, pour les coordinations avec qui nous travaillons, Madame Congo est là. Parfois, bon, il y a des... Comment dirais-je? Il y a des dessins politiques parfois inavoués. Voilà, il se peut qu'il y ait un leader politique derrière et qui tire les ficelles et parfois ce n'est pas facile. Non, pas jamais, c'est l'expérience, on a cela comme... Parfois même pour organiser une activité comme ça, vous choisissez un lieu, certains disent que non, là-bas, bon, c'est pour les femmes de telle partie, elles ne peuvent pas, bon... Au-delà de ça, c'est que nous, les femmes aussi, on aime faire la bagarre. Merci. Pardon? Oh, enfin, non, je n'ai rien dit. Bon, on a déjà débordé. Je pense qu'on a quand même fait le tour de la question. Et si vous le permettez, on va s'arrêter là.